des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Michel Monette. Bonjour. Bonjour Louise, ça va bien? Ça va bien. Bonjour Samuel. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'heure juste. Samuel, je vois que tu as une nouvelle fonction maintenant, que voilà rendu à la console, en plus de tes fonctions d'animateur, de journaliste. Exactement. Si l'émission est d'une qualité absolument médiocre, je le prends entièrement sur mes épaules parce que j'assume maintenant le rôle de mettre en onde, donc peser sur les pitons, comme on dit dans le métier, parce qu'on a le droit d'être seulement 2 personnes dans le studio maintenant à cause de cette fameuse pandémie là, dont on parle des fois aux nouvelles. Donc oui, j'assume ces 2 rôles-là avec beaucoup de fébrilité, d'anxiété et tout ça. Fait que, mais on garde les mêmes segments que d'habitude, là, c'est-à-dire 3 segments, une partie d'actualité, et ensuite on parle de 2 sujets là, différents. Parfait. Écoute, malgré les nouvelles mesures de confinement, nous, on est encore en studio ensemble. C'est une bonne nouvelle, je trouve. C'est Oui. en tout cas agréable. Et on garde nos 2 mètres, on a nos masques, on a nos désinfectants. Et puis aussi, on a un recouvrement pour notre micro. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle, ce recouvrement? Non, j'appelle ça une moumoute, mais sinon... Ça s'appelle un bonnet. Un bonnet. Ouais, et quand j'ai appris ça, je me suis dit qu'à bien des endroits, dans bien des médias, ça pourrait s'appeler un bonnet d'âne parce que la qualité de l'information n'est pas toujours là. Effectivement. Mais on va espérer que ce ne soit pas notre cas, s'il vous plaît. qu'on n'utilise pas ce mot-là pour nous. Alors, donc, on peut dire qu'en plus de toutes les nouvelles qui s'est passées autour des restrictions liées à la COVID, il s'est passé aussi beaucoup d'autres choses durant les 2 dernières semaines. Fait qu'on pourrait y aller avec la revue d'actualité. Oui, on va parler de certaines actualités qui sont passées depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Tout d'abord, la REC a fait un beau travail là, de mise en synthèse des plusieurs rapports d'enquête sur les CHSLD, notamment le rapport d'enquête qu'il y a eu sur le CHSLD Aaron, mais aussi par rapport au rapport de la protectrice du citoyen. Donc, il y a eu une multitude d'enquêtes qui se sont lancées d'un peu partout pour faire la lumière sur l'hécatombe en CHSLD. Et la REC a décidé de faire un travail de synthèse de tous ces rapports-là pour en informer ses membres. Donc, ce rapport-là, cette synthèse de rapport-là, elle a été produite par Ginette Plamondon, conseillère à la REC. Puis, je vous invite, si vous pouvez le consulter, là, à aller sur notre site arec.lacsq.org. C'est aussi disponible sur notre page Facebook. Et justement, ça peut vous permettre de télécharger cette synthèse-là et de comprendre, bon, c'est quoi qui est à noter finalement comme problématique dans les CHSLD, ce dont on peut apprendre pour essayer d'éviter que ça se reproduise comme situation, parce que c'est beaucoup de pages, puis on est conscient que c'est pas tout le monde qui a le temps de lire ça. Puis une fois que c'est fait comme rapport, ça serait important que ce ne soit pas tabletté. Donc nous, on met pression sur le gouvernement pour faire des actions, entreprendre des actions. On les connaît, les solutions, là, c'est le temps de les appliquer. Là. C'est une question de volonté politique finalement. Là. Donc, on en est là par rapport à la synthèse des rapports. Je ne sais pas si tu en as vu passer, toi, de ton côté. Oui, et puis je me disais qu'il y avait comme... d'abord, il faut rappeler qu'il y a eu plus de 4000 morts dans les CHSLD pendant la pandémie. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a vraiment un mouvement là, de recul par rapport à ces événements-là, puis une volonté que les choses ne se reproduisent plus de cette façon-là. Il y a eu les rapports que tu as cités. J'ai vu aussi qu'il y avait eu la nomination d'une nouvelle commissaire à la santé, qui a aussi un mandat là, d'évaluer la performance du système de santé, ce qui a trait au service aux aînés. Il y a eu le lancement du mouvement COVID aussi qui met de l'avant les soins à domicile. Donc, on sent qu'il y a un mouvement. On espère que ça va être le bon. Et que ça va amener à des changements réels, mais on le sent, cette volonté-là. Le commissaire à la santé, qui, je ne sais pas si tu te rappelles, avait été supprimé sous l'ère Gaétan Barrette et qui a été ramené avec le nouveau gouvernement. Donc, ça va être sa première action d'envergure là, d'analyse du système de santé au niveau de la prestation des soins. Donc, son mandat, c'est de voir toute l'action COVID qui a été faite par le gouvernement, par la santé publique. Dernièrement, on entendait que
c'était verbal, là, les recommandations de M. Arruda au premier ministre. Ça a choqué beaucoup de monde, dont beaucoup de gens dans l'opposition officielle. Comment ça se fait qu'on n'a rien par écrit si on veut de la transparence, par exemple? Donc, on peut comprendre qu'il y a de la confusion, que des gens soient frustrés de la manière dont c'est géré en ce moment, d'autant plus qu'on connaît des résultats catastrophiques, comme tu l'as dit, plus de 4000 décès dans les CHSLD. 4000 décès qui, oui, sont dus à la COVID, mais dans grande partie, c'était des décès qui étaient dus à un manque de personnel aussi. On les a échappés, ce monde-là. Donc, en plus de la COVID, il y avait des cas de déshydratation, des cas de famine. Donc, ça, c'est vraiment horrible. Donc, là, il va falloir faire la lumière là-dessus et qu'il y ait une forme de justice aussi, que quelqu'un ou des entités soient imputables de ça, là. C'est aussi le fait qu'on a tassé les aidants naturels hein, pour des raisons qu'on a voulu les meilleures, là, mais ça a eu des conséquences beaucoup aussi. D'ailleurs, tu l'as dit tantôt, là, il y a effectivement un collectif qui a été mis sur pied qui regroupe là, une quinzaine d'associations et 6 experts et chercheurs, dont le porte-parole est le docteur Régent Hébert, ex-ministre de la Santé et ministre responsable des aînés, qui est un gériatre d'ailleurs de formation, qui a travaillé des années comme gériatre. Donc, ce collectif-là, mis en place, c'est un collectif vraiment pour Action COVID. Ça a le nom de collectif Action COVID. Et c'est de s'assurer finalement que les personnes aînées aient des services adéquats en vertu des réponses que le gouvernement donne pour répondre à la pandémie. Et la sortie de la semaine dernière, c'était notamment sur les soins à domicile, que ça devienne un service essentiel. Parce qu'on se rappelle au printemps dernier, lorsqu'il y a eu le grand confinement, là, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu accès à des services, des soins à domicile, parce que les gens n'allaient plus chez eux par peur de propager finalement le virus. Ça a eu des conséquences néfastes. Le docteur Hébert disait justement comment se fait-il qu'il y a eu autant de morts dans les CHSLD et que la liste d'attente pour des places en CHSLD continue de croître quand même. L'hypothèse de ça, c'est que la perte d'autonomie s'est accélérée chez certaines personnes qui, normalement, avaient accès à des soins à domicile. Donc, la liste, finalement, a stagné malgré le nombre de places qui sont ouvertes tragiquement avec les décès en CHSLD. Donc, les soins à domicile devront être là, mis de l'avant dans les futures réponses du gouvernement en santé publique. Ça devrait être une priorité. Et la place des proches aidants et des proches aidantes aussi, je pense qu'ils vont le reconnaître, cet échec-là. L'apport des proches aidants, il y a un apport qui est émotif, qui est essentiel à la santé des personnes, mais il y a un apport aussi de services et de soins. Il y a certaines personnes proches aidantes qui donnaient littéralement des soins à la personne, des soins d'hygiène par exemple, brosser les dents, brosser les cheveux, raser. On va parler tantôt de ma petite expérience en CHSLD. Moi, j'en ai vu un monsieur qui n'a pas été rasé pendant 2 mois parce qu'il n'y avait pas de visite. Il commençait à avoir l'air d'un hipster sur la rue Saint-Jean, mais c'était pas parce que c'était voulu, c'était pas sa mode, là. Ce qui était bien là-dedans, il souffrait d'Alzheimer avancé, je suis pas sûr qu'il était bien là-dedans, mais il refusait qu'on le fasse nous, parce que normalement, ça serait un proche, un membre de sa famille qui le fait. Donc, tu sais, c'est des situations qui atteignent la dignité des résidents en CHSLD qu'on doit plus reproduire finalement. Dans les soins à domicile, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste les soins de santé. Hein. Il y a les soins, le ménage, faire un peu à manger et tout ça. Et tout ça participe ou contribue à garder les gens autonomes le plus longtemps à la maison en ayant cette espèce d'encadrement qui est un peu en défaut maintenant parce que c'était beaucoup donné par des organismes communautaires aussi. Oui. Et là aussi, il y a et des entreprises d'économie sociale. Oui, voilà. Qui a beaucoup de roulements puis que ça doit être encore plus difficile en temps de pandémie de gérer le personnel. Donc, effectivement, ça va être un méchant défi. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez l'occasion, à Télé-Québec, à l'émission Les Francs-Tireurs, il y avait eu justement Régent Hébert et Pauline Gervais, qui sont tous deux des membres experts du collectif, qui ont discuté en table ronde de la place des soins à domicile. Et on parle d'un certain projet là, que moi-même, personnellement, je parle en mon nom, j'ai à cœur, là, mais l'assurance autonomie. On invitera Dr Hébert à venir nous parler de ce que ça représente, ce projet-là, qui avait été mis de l'avant lorsqu'il avait été ministre, mais qui n'a pas pu finalement mettre sur pied parce qu'il a perdu ses élections en 2014. Donc, il en parle de ça là, en disant que ça devrait être un projet de société et non un projet partisan. N'importe quel gouvernement, y compris la CAQ actuellement, pourrait reprendre ce projet-là, qui a fait ses preuves dans plus de 14 pays dans le monde, là, dont le Japon, la France, le Danemark. Là. Donc, ça aussi, on va falloir étudier ça un petit peu davantage.
Ici, ça vous tente d'agir sur la qualité des soins durant la pandémie. Il y a une pétition qui a été mise en place à l'Assemblée nationale, mise en place d'une commission d'enquête publique et indépendante sur la gestion de la pandémie de la COVID-19 dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés. C'est une revendication, ce que la REC avait fait en mai dernier d'ailleurs, une commission d'enquête publique pour voir plus largement le système, tout le système au niveau des liens entre le privé et le public, tout le système de la centralisation, des impacts de la centralisation de la dernière réforme, qu'est-ce que ça a eu finalement. On apprenait à un moment donné qu'il y avait des gens liés à la mafia qui étaient propriétaires de résidences privées qui faisaient 80 $ par jour par résident dans une résidence qui était à risque de danger de sécurité pour les résidents. Est-ce que c'est ce qu'on veut comme modèle de société pour s'occuper des personnes vulnérables? Il faut faire la lumière là-dessus, un peu comme il y a eu avec le scandale des garderies finalement. Là. Il y a visiblement quelque chose qui ne fonctionne pas, des gens qui en empochent aussi. On parle des placements d'agence. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se font autant d'argent dans le placement d'agence? Et encore pire, comment ça se fait qu'il y a des membres de CA dans le réseau public qui sont propriétaires de placements d'agence dans le privé? Donc, ils ont avantage à ce que ça aille mal, finalement, dans leur propre réseau public pour se faire de l'argent avec leur entreprise privée, puis offrir du personnel. Là, ça a été rendu... ils l'ont empêché. Le gouvernement a décidé de rendre ça illégal. Ça aurait dû l'être bien avant. Là, je pense que c'est une question de bon sens. Puis, moi, je me disais, petite parenthèse, si c'est interdit dans le service public de faire appel à des agences privées, mais les agences privées tomberaient. Il y en aurait plus de... Parce que c'est eux, c'est le service public qui les alimente, là, qui leur fournissent l'argent, les contrats et tout. Alors, si ça cessait, j'imagine que les gens qui travaillent dans les agences privées viendraient travailler dans le public, non? Effectivement, quand je voyais le réseau public facturer, dans le fond, la personne de l'agence, je me demandais jusqu'à quel point il gagnait là-dedans. Est-ce que c'est rentable pour le public que de payer du privé? Parce qu'ultimement, si on dépense de toute manière, pourquoi ne pas dépenser pour ramener ce personnel-là dans le réseau public avec des conditions, avec des façons de faire, avec l'accès à de la formation continue? Pourquoi ça se fait pas? En tout cas, il y a toujours des failles dans nos réseaux, et puis il y a toujours des gens qui se glissent dans les failles pour en tirer profit. Fait que c'est bien triste. Oui, c'est frustrant, effectivement. Oui, c'est quand même assez frustrant. Oui. Je pense que tu avais quelques petits sujets que tu voulais nous parler justement là, aujourd'hui aussi. Oui. En fait, je voulais, en lien avec la fermeture des bibliothèques comme mesure de confinement, je voulais parler de l'intérêt de bien des gens, notamment des retraités, pour la lecture. D'abord, dis-moi, quand le gouvernement a fait cette annonce de fermer les bibliothèques, est-ce que tu as fait comme beaucoup de personnes? Tu t'es mis devant ta bibliothèque avec un gros sac d'épicerie pour faire le plein de livres pour 28 jours? Je suis malheureusement de la génération électronique, là, donc je suis pas celui qui fait la file dans la bibliothèque. Mais je comprends que c'est important. Moi, je l'ai fait. En tout cas, j'ai pas à ce point-là, mais je suis allée en bibliothèque chercher des livres. Et puis finalement, le gouvernement a assoupli cette mesure et il a permis le maintien des prêts sans contact. Et à cause de l'impact positif de la lecture sur la santé mentale des gens, et je voyais que l'Organisation mondiale de la santé appelle d'ailleurs la santé mentale la victime oubliée de la pandémie. Oui. Est-ce que tu savais qu'il y a un tiers de la population du Québec, donc près de 3 millions de personnes, qui ont un abonnement en bibliothèque publique? Ah non, je savais pas. C'est vraiment considérable, oui. Et il y a une donnée intéressante qui est à signaler qui concerne la première phase de la pandémie. On se rappelle que dans la première phase, les bibliothèques avaient été fermées du jour au lendemain, comme à peu près tout ce qui bougeait dans la société. Eh bien, entre mars et juin 2020, les prêts de livres numériques ont augmenté de 117 % par rapport à l'année dernière. Et les aînés, qui demeurent des grands lecteurs de livres papier, sont de plus en plus nombreux à expérimenter le livre virtuel. On en avait fait beaucoup la promotion, d'ailleurs, au printemps dernier, dans les émissions précédentes, pour donner des liens ou des façons de faire pour accéder à des livres, parce qu'il y a beaucoup de banques virtuelles qui facilitent ça. Donc, je pense que ça a bien fonctionné auprès de nos membres. Probablement, en tout cas, auprès de la population en général, certainement. Et je me demandais pourquoi un si grand intérêt de la lecture? Bien, évidemment, on sait que la lecture permet beaucoup de choses, mais ça permet entre autres de nous instruire, de nous ouvrir sur le monde, ça permet de meubler les temps libres, de nous divertir.
Ça permet aussi de pallier à l'absence des amis et de nos proches, ce qui est notre réalité en ce moment. Et aussi, plusieurs aînés ont dû mettre le bénévolat de côté. Et en plus, ils ont eu moins accès à leurs petits-enfants. Du temps libre, là, on en a eu beaucoup. Je voulais rappeler que l'AREC appuie le projet de Lire à tout âge de Mme de Coninck, qui vous en avez parlé, je sais, dans les autres émissions, qui vise à briser l'isolement des aînés en leur offrant des sessions collectives de lecture. Ça se faisait dans les résidences. Et puis, bon, avec la pandémie, l'AREC a pris le relais sur son site et a publié au moins 1 ou 2 capsules là, de lecture de Mme de Coninck. Et je crois que le projet, pour l'instant, est un peu suspendu, mais devrait possiblement reprendre. Et je voulais vous signaler aussi un projet intéressant de Bibliothèque Archives nationales du Québec. Oui. Ça s'appelle Un brin de lecture pour les aînés et ça permet de recevoir un appel de 15 minutes avec une employée de bibliothèque qui vous lira un extrait d'une œuvre choisie selon vos goûts. Donc, ça peut être de la poésie, roman, essai. Et ça peut être quelque chose que vous demandez pour vous-même ou vous pouvez l'offrir à une de vos connaissances. Alors, c'est un service qui est disponible pour toute la population du Québec de 65 ans et plus. Puis, on peut s'inscrire pour cette activité sur le site de la BANQ. Alors, c'est un formulaire, on demande à quelle heure vous voulez avoir votre 15 minutes et tout. Et bon, je trouve que c'est pas très connu, puis ça peut être intéressant aussi, un téléphone de 15 minutes avec un livre. Oui, tout à fait, effectivement. Puis c'est un bon service là, direct à la personne. Non, je trouve ça intéressant. Merci de faire la promotion de ça. Oui. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur la lecture. Génial. Puis, juste pour faire le point sur Lire à tout âge, là, le projet de Mme de Coninck, effectivement, il y a eu presque une dizaine de capsules vidéo qui ont été faites de Mme de Coninck et aussi de d'autres personnes bénévoles qui habituellement allaient dans les résidences, mais qui ont pris la peine de faire de la lecture avec finalement une webcam et l'enregistrer. Donc, c'est disponible sur le site de l'AREC, sur la page Facebook de Lire à tout âge aussi, que je vous invite à aller vérifier. Puis, c'est sûr que ça a été une très mauvaise nouvelle pour eux parce qu'ils venaient de retourner dans les résidences à l'automne. Puis c'est un projet qu'on a eu avec le gouvernement du Québec, un projet de 3 ans pour le déploiement de ce projet-là à travers toutes les résidences du Québec. Donc, c'est sûr que c'est un peu plate en période de pandémie que de mettre un frein sur ce service-là qui était très, très apprécié des gens. Ça va revenir. Oui, ça va revenir. Soyons optimistes. Oui. Donc, pour la suite de l'émission, dans le fond, je vais vous inviter à écouter une petite entrevue faite avec moi-même. Donc, c'est Louise Bélanger, qui est l'ancienne animatrice, qui est maintenant à Montréal, mais elle était de passage à Québec. Elle a écouté notre dernière émission, puis elle a dit, elle m'a demandé si je voulais faire une entrevue avec elle pour parler justement de mon passage comme préposé aux bénéficiaires en CHSLD. Donc, j'ai trouvé ça bien plaisant, l'idée, là. Donc, je lui ai raconté un peu mon passage, là, mon histoire, comment j'ai vu ça. Donc, on a fait ça à l'extérieur, au parc Sainte-Mathieu, sur la rue Saint-Jean, un jour de pluie. Donc, vous allez avoir une belle ambiance, là, une belle ambiance automnale là, dans vos oreilles. Donc, je fais jouer ça. Ça dure à peu près 12 minutes. À tantôt. Alors, bonjour Samuel. Salut Louise. Alors, aujourd'hui, événement spécial, c'est toi qui es mon invité pour les chroniques de Louise. Ça me fait bien plaisir de te recevoir, Samuel, parce que lors de la première émission, tu nous as rapidement parlé que tu avais fait un séjour comme aide de service, je crois. C'est aide préposée, en fait. Ouais. Aide préposée en CHSLD. Puis j'avais comme l'impression, moi en tout cas, que j'aurais voulu en savoir plus, puis qu'avec le temps s'y prêtait pas. Alors, on va se laisser un beau 10-15 minutes pour pouvoir s'en parler ensemble, si tu le veux bien. Oui. Alors, j'aimerais ça que tu commences à nous raconter comment t'es venue l'idée justement d'aller faire un séjour en CHSLD. Ben, en fait, comme je suis conseiller aux communications à l'AREC, à tous les matins, moi, je me lève, je fais la revue de presse, puis je regarde qu'est-ce qui se passe dans les médias, puis bon, on est appelé à réagir, etc. Et là, après un certain temps, depuis le début de la pandémie, finalement, ma revue de presse n'était pas ben le fun à lire. Ouais. C'était assez déprimant. Puis, je trouvais que, honnêtement, je me sentais vraiment inutile. Même dans mon poste à l'AREC, où bon, on a beau faire des communiqués, on a beau réagir sur la place publique, à un moment donné, je voyais les morts s'empiler littéralement. Puis, il y
y a eu l'article sur le CHSLD Aaron qui faisait état vraiment d'une situation qui était horrifiante. Là. C'était un film d'horreur. Ça a vraiment été comme un point tournant aussi dans la pandémie. Là. Oui, exactement. C'est à partir de ce moment-là là, que le gouvernement a décidé d'agir finalement, d'agir concrètement en envoyant des équipes avec le Je contribue. C'est allé jusqu'à faire appel à l'armée et à la Croix-Rouge. Mais justement, à partir du moment où il y a eu Je contribue, je me suis dit que peut-être que je pouvais faire quelque chose de plus concret. Je me demandais si, personnellement, moi, j'ai aucune compétence en santé, si je pouvais être utile ou si j'allais être nuisible à être sur place. Fait que j'ai écrit à mon bon ami, Dr David Lucier, qu'on a passé en entrevue d'ailleurs à l'épisode précédent, pour lui demander, d'après toi, je vais-tu nuire si je suis sur place? Il m'a dit non, absolument pas, on a vraiment besoin de tout le monde. Inscris-toi, puis regarde voir si tu corresponds aux besoins finalement. Fait que je me suis inscrit. J'ai attendu longtemps. J'ai attendu à peu près 1 mois et quelques semaines en me disant, écoute, il ne doit plus avoir de besoin. Dans la capitale nationale, c'était différent. La situation était différente. Il y avait des éclosions. Dans le fond, la personne qui s'occupe des ressources humaines au CIUS de la capitale a communiqué directement avec moi. J'ai passé quelque chose qui ressemble à une entrevue. J'ai répondu à des questions, à savoir finalement est-ce que j'étais capable d'aider du monde. C'était des questions assez simples. Puis moi, j'avais postulé effectivement, comme tu disais, pour être aide de service. Mais la personne responsable des ressources humaines me dit d'être un aide PAB, aide préposé. Un aide préposé, ça n'existait pas avant. Ça a été créé vraiment pour la pandémie. On a eu une formation de 2 semaines à peu près. Dans le fond, c'était une formation d'1 semaine théorique où on apprenait finalement les principes de déplacement sécuritaire de la personne, le PDSB que tu connais très bien. Très bien. Puis aussi, l'aide à l'alimentation, l'accompagnement, tout ce qu'un préposé finalement fait. Et l'autre semaine, on était un peu en stage. Finalement, on accompagnait un préposé pour savoir... excusez-nous pour le bruit, on est à l'extérieur, étant donné qu'on n'a plus le droit d'être à l'intérieur nulle part dans la zone rouge. Et c'est l'heure des vidanges. Et c'est l'heure des vidanges. Donc, sortons les poubelles à Québec. Donc, effectivement, j'ai décidé d'être préposé. Là, en voyant ce que le préposé faisait, je dois t'avouer que j'étais un peu anxieux à savoir est-ce que je suis capable, moi, de nettoyer les parties génitales d'une personne. Je suis quelqu'un d'assez pudique, j'ai peur. Je suis hypocondriaque aussi, donc c'était un beau défi pour moi de me lancer en plein dans la COVID. Fait que, mais finalement, j'ai vraiment aimé ça. Dès la première semaine, honnêtement, la préposée qui devait nous aider, elle n'avait pas le temps de nous aider. Fait qu'on était un peu laissés à nous-mêmes, là, finalement. Fait qu'on faisait notre gros possible. La seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, finalement, qu'un préposé avait le droit de faire, c'était le lève-personne seul. D'utiliser le lève-personne seul. Tout le reste, on le faisait. Fait que ça m'a un peu surpris. On était finalement des préposés. Ça me surprend aussi. Donc j'ai assumé ce rôle-là. J'ai appris rapidement, oui. OK. Puis dans ce rôle-là, qu'est-ce qui t'a... quelle a été ta vision justement du rôle du personnel? Parce que toi, tu étais plutôt avant de l'autre côté de la clôture à regarder puis à peut-être demander à ce que les gens en CHSLD aient plus de soins, plus de services. Donc, quelle a été ta vision premièrement du rôle du personnel de la santé? Bien, dans le fond, moi, ça m'a juste confirmé ce que je savais pas mal déjà. J'avais fait beaucoup de visites dans les CHSLD et dans des résidences dans ma carrière. Sauf que là, je voyais vraiment à quoi était confrontée la pénurie de main-d'œuvre. Là, on arrivait en grand nombre relativement d'être préposés. On était quand même plusieurs. Puis c'était des gens vraiment qui venaient de partout. Il y avait des gens, beaucoup du milieu qui étudiaient en médecine. Il y avait beaucoup de jeunes étudiants qui étaient là. Ça, c'était vraiment le fun. Ça leur faisait un bel apprentissage, honnêtement. Puis, le fait d'être en grand nombre, on voyait le soulagement vraiment des préposés, d'enfin pouvoir souffler, de prendre le temps avec les résidents, ce qu'il n'y avait pas avant. Puis on se le faisait dire souvent, ce qu'on fait ce soir, normalement, on n'aurait pas pu le faire. Il y a des soirs, par exemple, où on a joué au ballon là, avec les résidents parce qu'on avait le temps de le faire, puis c'était assez trippant de les voir actifs, de les voir stimulés. Ils se sont couchés tôt ce soir-là. Parce qu'ils étaient fatigués. Parce qu'ils étaient fatigués.
c'était moins agressif aussi. Ouais. Certains résidents qui, des fois, montraient des signes d'agressivité, étaient moins agressifs. Ça m'a permis vraiment de voir le lien qui se crée entre le personnel et le résident, qui est un lien qui est vraiment privilégié, dont je m'ennuie aujourd'hui. Vraiment, je m'ennuie de mes résidents. On s'attache beaucoup à eux. Ça devient comme une famille. Ils ont toute leur personnalité propre, malgré la démence, malgré l'Alzheimer. Puis on apprend. C'est pour ça qu'il va falloir revendiquer davantage de stabilité chez le personnel, parce que le fait de connaître ses résidents, ça permet de prévoir tellement d'affaires, de prévenir tellement de problèmes, que finalement, ça roule bien. C'est que tu as une connaissance des clients qui sont là, puis justement, comme tu dis, ça prévient peut-être des réactions agressives, Oui. ça prévient peut-être des erreurs même qui peuvent s'installer. Exactement. À un moment donné, ça devient très rare, les trucs imprévisibles. Ce qui est imprévisible, c'était la COVID. Ouais. C'était quand un résident était testé positif, son état se dégradait rapidement. Il y a une personne que j'ai connue, cette personne-là était quand même en grande forme au niveau de la santé mentale. Elle a eu la COVID. Il lui restait probablement au moins quelques années là, à vivre en CHSLD. Mais ça a duré à peine une semaine avec la COVID. Elle est décédée. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Là. J'ai pas travaillé sur cet étage-là au moment qu'elle l'a eu. Donc, c'était vraiment le seul truc qui arrivait qui était très, très imprévisible. Il y a eu quelques cas de chute, pas tant que ça, honnêtement, mais quelques cas de chute aussi. Donc là, c'est le branle-bas de combat, c'est remplir la paperasse, les formulaires, savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. H223. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment très pris au sérieux dans le public. Je peux pas en dire autant peut-être dans le privé. C'est que tu as eu aussi la chance, on va dire, d'être comme... faire partie de la SWAT team qui est allée aider un CHSLD privé ou peut-être une résidence privée qui était... En fait, c'est une résidence privée qui accueille une clientèle qui est semi-autonome et non autonome. Ils ont une aile prothétique, finalement. Donc, oui, j'ai fait 1 mois et quelques semaines dans le CHSLD public où j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié mon expérience. J'ai apprécié mon expérience aussi avec les gestionnaires de la place. Okay. Je les voyais quasiment tous les soirs. Là. Ils arrivaient au début de chaque quart de travail pour nous expliquer un peu c'était quoi l'état de la situation, nous encourager. J'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'on parle souvent qu'il y a une absence de gestionnaire. Oui. Toi, c'est pas ce que tu as vu sur le terrain? C'est pas ce que j'ai vu et ça paraissait aussi que, étant donné la situation, l'État leur a donné beaucoup de, comment je pourrais dire, de ressources. Les ressources, c'est de l'argent. Ouais. C'était la première fois qu'ils nageaient quasiment dans le surplus. Puis, un gestionnaire dans le réseau public, quand il y a des surplus, son but, c'est de donner des services de qualité. Alors là, il engage du monde. Des fois, on était quasiment trop nombreux sur un étage, honnêtement. Il y a des soirs où, après 8 heures, on n'avait presque plus rien à faire parce que ils ont tellement été habitués, les préposés, de travailler avec la bourre dans le toupette, là, que là, ils se sont rendus compte qu'on pouvait prendre plus le temps avec eux. Puis quelles sont les choses qui t'ont peut-être agréablement surprise ou émue ou qui t'ont donné confiance en la vie, peut-être, dans ce que tu as vu? Confiance en la vie. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, je doutais pas que le personnel de la santé avait à cœur ses résidents, mais je suis content de l'avoir vu sur le terrain, de le constater, puis de les accompagner là-dedans. C'est une vocation, être préposé, c'est une vocation, être infirmière auxiliaire dans ce milieu-là. Mais la grande majorité l'ont, cette vocation-là, puis ça, c'était beau à voir, honnêtement. Puis il faut les encourager davantage, faut les reconnaître davantage. C'est une job vraiment difficile, c'est tough, là, ce job-là, ça n'a pas de sens. Là. Puis quand on compare au salaire qui vient avec cette job-là, il y a peut-être un décalage, justement. Là. Oui, mais je faisais partie des grands chanceux qui avaient toutes les primes, là, parce que j'ai pas d'enfants, puis je pouvais travailler les soirs et les week-ends, puis ça m'inquiétait pas de travailler dans les zones rouges, fait que j'avais tout. Là. J'avais la prime COVID, la prime de soir, la prime de week-end. C'est pas un énorme salaire. Là. Puis si on regarde par rapport au salaire de base, on comprend peut-être pourquoi il y a tant de problèmes de manque d'effectifs. Peut-être que c'est pas suffisamment attractif. Là. Oui, puis au-delà du salaire, il y a toute l'organisation du travail.
un des tests que j'ai voulu faire là-bas, c'est de créer un sentiment d'appartenance avec l'équipe. Sachant qu'on était nombreux et qu'on n'allait pas bouger, on allait dîner avant un chiffre en gang, on pouvait se parler des cas, de comment ils géraient les cas, etc. Ce sentiment d'appartenance-là peut rarement exister normalement dans le réseau parce que il y a trop de roulement. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler avec aussi le salaire, la stabilité, la reconnaissance. C'est toutes des choses qui sont souvent laissées de côté ou négligées dans le réseau. Puis pour terminer, j'aimerais ça que tu me dises cette expérience-là que tu as vécue. Je pense que tu as vécu la perte de résidents auxquels tu t'étais attaché, tu as vécu des choses difficiles, des choses peut-être agréables aussi. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie de passer tes vacances justement à aller donner de ton temps en CHSLD puis en résidence privée? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle peut-être? Ben, c'était la première fois de ma vie que je me suis senti aussi utile. Puis là, j'ai une maîtrise en sciences politiques. Fait que c'est rare qu'on se sent utile avec une maîtrise en sciences politiques. Fait qu'il y a eu ça. Ça a été vraiment un bel été, honnêtement. J'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Ouais. Les 2 mois ont passé super vite. Puis là, je suis revenu sur mon travail normal. Puis il y a bien des choses qui m'apparaissent moins utiles. Plus futiles? Ouais, plus futiles. Fait qu'il faut... j'essaie de ramener ça plus concret, des affaires que je trouve moins concrètes. Non, écoute, c'est le plus beau bagage que j'aurais eu là, en tant que professionnel ou en tant qu'humain même. Puis, tu sais, je risque d'y retourner si les besoins sont là. La deuxième vague arrive, je sais pas ce qui va se passer. Mais... Justement, est-ce que tu es confiant par rapport à la deuxième vague, par rapport à... Tu as dû voir une évolution entre le début de ton arrivée en CHSLD puis après, non? Je suis confiant parce que je vois que j'ai vu que le réseau public s'est adapté, s'est ajusté. Par contre, quand j'ai eu mon expérience dans le réseau privé, eux, ils n'étaient pas prêts du tout. Je ne sais pas jusqu'à quel point les résidences privées actuellement, que ce soit autonome ou semi-autonome, le sont prêts au niveau de l'équipement, au niveau des façons de faire. Quand je suis arrivé dans la résidence privée, on aurait dit que c'était une imitation de ce qu'il fallait faire de correct. C'était comme un... Il essayait. Bon. Puis il y avait beaucoup de pratiques que je trouvais complètement illogiques, qui pouvaient brimer la sécurité autant du personnel que des résidents. C'est même sorti dans le journal. Je sais pas pourquoi, ça a l'air qu'il y a un professionnel qui... Il y a des sources anonymes. Mais ça a été corrigé rapidement, justement, avec l'équipe du CIUS. Fait que là, le réseau s'est adapté à aller chercher, à aller directement. Mais encore là, il y a toute la communication. Si le réseau public ne sait pas ce qui se passe dans le privé, ben ils interviennent souvent trop tard. Donc ça, comme société, il va falloir travailler beaucoup là-dessus, je pense, à arrimer les bonnes pratiques dans le public avec ce qui se passe dans le privé. Bon, on va leur souhaiter, puis on va souhaiter que la deuxième vague ne frappe pas trop fort et surtout épargne les milieux de longue durée qui ont été drôlement ébranlés. Alors, un gros merci, Samuel, de ce partage-là. Puis, au plaisir de se revoir, même si je suis dans ma ville du vice, comme tu l'as dit. Cette idée de nous quitter pour Montréal. Mais je suis contente d'avoir revu Louis, c'est vraiment apprécié. Puis, juste pour vous relancer, tu sais qu'à Québec, vous êtes toujours en compétition avec Montréal, mais pour une fois, vous nous avez battus en termes de nombre de cas par 100 000 habitants. Ça fait que bravo Québec. À défaut d'avoir eu les Nordiques, on a eu ça. C'est ça. Ben, bonne fin de journée, au revoir. Alors voilà, c'était mon entrevue là, avec Louise Bélanger, ça me fait beaucoup plaisir là, d'ailleurs de revoir après autant de temps. Puis je voulais faire un petit ajout en même temps par rapport à cette entrevue-là, parce que ce matin, il y avait eu un article qui justement dénonçait des conditions pas possibles dans lesquelles les nouveaux milliers de préposés là, qui arrivent là, sur le marché, ben là, ils réalisent finalement que c'est assez difficile comme travail, que l'organisation du travail, elle est défaillante, que les promesses qu'il y avait eu au niveau salarial, bon, ben, il y a beaucoup d'éléments sinueux qui font qu'ils n'accèdent pas nécessairement à tous ces montants-là. Donc, je trouve ça plate parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur emploi précédent pour se trouver une vocation, parce que c'est une vocation, là, honnêtement.
Mais quand on est confronté à ça, puis je l'ai vécu moi-même dans certains étages, là, des personnalités fortes qui viennent bosser, puis une sorte de hiérarchie aussi entre les infirmières, les préposés, donc ça crée des fois des tensions. Ça, des fois, c'est malsain, ça, puis il y a un gros travail à faire là-dessus. Puis, ben, tu sais, ces gens-là n'étaient peut-être pas prêts avec une formation accélérée à arriver directement dans un milieu de pandémie où on va se le dire, c'est difficile. Ça rajoute à la tâche là, de devoir porter attention à la jaquette, au lavage de mains, rentrer dans des zones qui sont COVID avec des personnes qui ont été testées positives en isolement. Là. Tout ça, ça rajoute à une tâche qui était déjà excessivement difficile. Là. Donc, il y a beaucoup de gens qui déchantent en ce moment. Il ne faudra pas les perdre, je pense. Il va falloir faire quelque chose pour les maintenir, parce que sinon, si ce n'est pas eux, on n'en aura probablement pas d'autres qui vont venir les remplacer. C'est un pari très grand d'essayer de former en très peu de temps beaucoup de gens puis de les insérer dans une organisation qui roule déjà. C'est un peu comme les jeunes professeurs qui arrivent dans l'enseignement, qui ont un choc et qui, des fois, sont très perdus dans leur travail par rapport à l'idée qu'ils s'en faisaient et même les stages qu'ils avaient vécus. Il y a toujours là un peu un moment là, d'ajustement. Moi, je pense que c'est possible que les choses se placent aussi. En tout cas, on ne pourra pas perdre tous ceux qui ont été formés, c'est certain. Non, puis il y avait déjà des tensions quand les nouveaux arrivaient avec toute leur ce qu'on leur avait promis là, comme conditions salariales. Ça créait des tensions avec les personnes qui étaient là depuis longtemps, les préposés d'expérience, là, qui, eux, ont travaillé longtemps pour arriver à ce point-là. Donc, déjà, il y avait comme une sorte de tension ou un malaise de dire, bon, ben toi, tu arrives, puis tu as déjà tout, puis moi, mais j'ai déjà tout donné. J'ai été en arrêt de travail pendant 1 an, je suis revenu, puis malgré ça, j'ai pas plus de reconnaissance. Ça se sentait, ça. Moi, je partais quand les nouveaux arrivaient, puis déjà, je peux témoigner que ça se produisait. Fait que je vois là maintenant dans les journaux que c'est un peu partout, un peu comme ça. Fait que il va falloir mieux les intégrer, je pense, mieux les encadrer. Puis comme le disaient aussi plusieurs experts dernièrement, c'est pas juste les préposés qui manquent, infirmières auxiliaires, ergothérapeutes, toute cette bande-là, ils sont là pour donner des soins aux personnes. Quand il y a un maillon de la chaîne qui affaiblit, ben c'est toute la chaîne finalement qui finit par possiblement casser. Là. Donc là, on a mis l'accent sur les préposés, OK, mais il faut le voir dans sa globalité, le maintien de l'autonomie de la personne aînée. Bien, on a nommé des directeurs et des directrices dans toutes les CHSLD maintenant, je crois. Oui. Alors ça, c'est leur rôle aussi. Ça va être leur rôle d'accueillir les équipes, de les encadrer, de régler les problèmes. En tout cas, ils sont là pour ça. Là. Alors, je sais pas, j'espère que ça va donner aussi une chance. Là. On espère que ça va leur donner une chance, puis qu'on va aussi leur donner des moyens pour pallier les problèmes qu'il y a au niveau des autres professionnels de la santé, pas juste les préposés, effectivement, oui. Mais tout ça ramène vers une gestion plus locale des CHSLD qui était tombée dans le monstre du CIUS de la centralisation. On s'aperçoit que finalement, les prestations de services sociaux, santé mentale, soins aux aînés, c'est probablement les milieux qui ont les plus écopés de la centralisation, de la réforme du docteur Barrette, finalement. Et c'est eux qui sont les plus à risque en contexte de pandémie. Santé mentale, tout le monde est en dépression, là, les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. Soins aux aînés, c'est eux qui sont les plus affectés par le virus. Services sociaux en général. Donc, on l'a échappé beaucoup là-dessus. On a vraiment on l'a échappé comme société. On n'a pas mis les fonds nécessaires, on n'a pas mis l'énergie nécessaire, les politiques nécessaires. On l'a mis de côté. On voit ce que ça donne maintenant. C'est un gros défi pour le gouvernement actuel de rattraper ça. Puis de construire mieux pour l'avenir, surtout. De ne pas refaire les mêmes choses. Non, on a tendance à patcher, là, excusez-moi l'expression, on a tendance à patcher dès qu'il y a un problème, mais on n'a pas de vision à long terme là-dessus. Puis c'est là que le bas blesse. L'autre entrevue qu'on a, une autre chronique, encore une fois de Louise, qui
qui avait du temps, qui est une jeune retraitée active, qui avait du temps. Puis je suis content. Elle a fait une entrevue avec Éducalois. Éducalois qui produit beaucoup de bons documents, qui vient justement informer les gens sur leurs droits. Et nous, on en partage souvent à la règle dans nos outils de communication là, de ce qu'ils font à Éducalois. Donc, elle va nous parler davantage de leur service, de l'accès à ce service-là et ce que ça donne finalement, d'où ça vient. Donc, on écoute Louise Bélanger dans la chronique à Louise. Ici Louise Bélanger, je suis en compagnie ce matin avec Kim Bélanger-Baillargeon. Bonjour Kim. Bonjour Louise. Alors Kim, aujourd'hui tu vas nous parler de Éducalois. Alors qu'est-ce que c'est qu'Éducalois? Éducalois, c'est un organisme à but non lucratif qui a comme mission d'informer la population sur la loi et leurs droits. Alors quand on parle de la loi, ça couvre quelle loi? Ça couvre quand même la majorité des grands domaines de droit, donc le droit civil. Le droit civil, c'est plein de choses. Ça peut être les testaments, le droit de la famille, etc. Et le droit criminel également, donc nos droits quand on se fait arrêter par la police. Mais en fait, il y a plein de domaines de droit. Là. Comme par exemple, est-ce que moi je suis un immigré puis je veux savoir mes droits? C'est intéressant parce que tu as mis le doigt sur un peu un des domaines de droit qu'on couvre moins, parce que c'est très complexe. Mais pour un citoyen, disons... J'ai eu un accident de travail, je veux savoir si je suis couvert. Exactement. Donc, non seulement on a, si ma mémoire est bonne, là, près de 800... payer ses cotisations et etc. Donc non, oui, on a des avocats qui travaillent chez nous, mais ils offrent pas de conseils juridiques. Ils font de l'information juridique, ça, tout le monde peut faire ça. Donc c'est pour ça que notre champ d'action est circonscrit à l'information juridique et l'éducation juridique également. Ça, c'est un autre... OK. Et ces deux volets-là sont couverts de quelle façon? Vous avez parlé d'un site Internet tout à l'heure. Quels sont les services, justement, que vous offrez? Donc, oui, le site Internet, c'est la majorité de ce qu'on offre. Il y a environ 7 millions de visites par année, donc presque autant qu'il y a de Québécois. Mais on a également des projets... des projets normés qui sont subventionnés par certains organismes ou certains ministères pour développer des pamphlets informatifs, par exemple, ou se rendre dans des congrès pour rencontrer la population, aussi se rendre dans certains milieux, disons les milieux carcéraux, ou les centres pour les jeunes mères, par exemple. Donc, il va y avoir toutes sortes de séances d'éducation au droit, d'information juridique aussi qui vont être... offert à ces personnes-là, ces populations spécifiques-là. L'éducation juridique, on a un second site Internet qui s'appelle éducationjuridique.ca, donc tout collé, qui s'adresse aux enseignants en premier lieu,
et également aux intervenants du monde scolaire là, de façon très large. Ça, c'est vraiment mon département chez Éducalois, comme je suis une ancienne enseignante. On offre des programmes, dans le fond, pour que les enseignants puissent recevoir un juriste bénévole gratuitement dans leur classe pour parler de droit aux jeunes, mais également des trousses pédagogiques déjà toutes faites, clés en main, pour que les enseignants puissent avoir des outils pour parler de sujets qui peuvent leur paraître complexes quand on n'a pas de formation pour le faire. Donc, l'enseignant qui voudrait lui-même aborder certaines capsules ou peut avoir une espèce de formation clé en main. Là, en fait, c'est pas tellement une formation que des outils. Okay. Donc, vraiment, dans le monde pédagogique, on utilise le terme trousse pédagogique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un guide de l'enseignant, un guide de l'élève avec des documents que l'enseignant peut photocopier et un PowerPoint de présentation. Donc, on a en ce moment environ 16 trousses pédagogiques sur des sujets différents. Là, c'est très large. Ça peut être sur la loi, sur le système judiciaire pour adolescents, par exemple. Ça peut être sur le droit à la vie privée. C'est un sujet qui est super intéressant. Donc, on offre plein de choses comme ça. C'est gratuit, même sans se créer de compte. N'importe qui peut aller télécharger ces trousses sur notre second site, l'éducation juridique. Et comme tu disais, il peut aussi y avoir des gens d'Éducalois qui viennent directement. Oui, en fait, mais ce ne sont pas des gens d'Éducalois. C'est ça qui est vraiment super avec notre programme, c'est que nos bureaux sont à Montréal, mais bon, la province, le Québec, c'est très grand. Donc, nous, on a un réseau d'environ 1000 juristes bénévoles qui, bon, c'est sûr qu'ils ont des niveaux, ils ne feront pas tous 200 ateliers en classe par année, mais eux, ils font ça de façon bénévole, c'est pour ça que le programme est gratuit. Ils vont se rendre dans les écoles de leur quartier ou de leur ville. Donc, tout se passe par la plateforme web sur laquelle les enseignants et les juristes s'inscrivent. Les enseignants font une demande pour telle date, telle heure, telle école, et les juristes du coin reçoivent une alerte disant... voulez-vous aller animer cet atelier? Donc, on en donne près de... Bon, à part cette année, l'année dernière, avec le COVID et tout, ça fait plonger un peu nos chiffres, mais environ 400-500 par année à l'échelle du Québec. Mais ce sont des juristes qui ne sont pas affiliés, donc ce ne sont pas des employés d'Éducalois. Et est-ce que les services sont gratuits ou est-ce que les services sont gratuits? Tout est toujours gratuit. Donc, on a la chance de pouvoir recevoir des subventions de différents ministères, comme le ministère de la Justice du Québec ou du Canada, le ministère de l'Éducation, mais aussi beaucoup des partenaires juridiques, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires et SOCIJ, qui est une autre organisation qui fait de l'information juridique. OK. Et où est-ce que vous vous situez quand on regarde les différents acteurs là, qu'on entend souvent parler comme l'aide juridique ou jury pop? Là, vous, c'est quoi la distinction par rapport à ces autres acteurs-là? Eux font des conseils juridiques. Okay. Donc, eux sont habilités à parler à une personne de sa situation. Okay. L'aide juridique, c'est vraiment un programme super, mais il faut avoir un revenu qui est quand même bas pour pouvoir souscrire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de la population qui tombe, on dirait, en deux chaises. Je ne suis pas éligible à l'aide juridique, mais je ne fais pas 150 000 par année. Pour payer un avocat. Exactement. Puis parfois, on veut simplement savoir si une situation est illégale. On veut dire, est-ce que je vais appeler nécessairement un avocat? Tu sais, nos articles les plus lus, c'est des situations du quotidien, comme comment écrire une mise en demeure, les arbres et le voisinage, modifier... Les chicanes de clôture. Oui, exactement. Ça, je raconte souvent ça, que c'est notre 5e article le plus lu. Oui. Donc, on sur voit votre que site Internet. Oui, sur notre site Internet. Donc, on voit que c'est vraiment des gens qui vivent un problème. Ils vont googler, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, là, mais une grande partie de notre trafic provient de Google, puisqu'on est très bien référencé par l'algorithme. Donc, les gens vont googler l'arbre de mon voisin, blablabla, et ils vont tomber sur notre site. Okay. Donc, c'est ça un peu la différence. Parfait. Puis, vous parliez tout à l'heure, dans les services qui étaient offerts, vous parliez de testament, tout ça. Est-ce que vous offrez des outils pratico-pratiques comme quelqu'un veut faire lui-même son testament à la maison? Est-ce que
C'est ce genre de choses qu'on peut retrouver sur votre site? On a deux choses qui peuvent aider les gens à faire leur testament. Premièrement, un article d'information juridique qui va dire à la personne voici c'est quoi un testament, comment l'écrire, quelles sont les étapes. Puis, on a aussi des guides, donc là, qui vont contenir des liens hypertextes. Vu que nous, on n'est pas un organisme gouvernemental, tous les formulaires officiels, par exemple le mandat de protection, les directives médicales anticipées, tout ça, qui ont un gros côté légal, mais qui sont gouvernementaux, on ne peut pas les héberger, mais on s'arrange pour mettre les liens quand même. Exact, pour que les personnes puissent le faire par elles-mêmes. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui vise l'ensemble de la population, qui touche toutes les questions qu'on peut avoir sur la loi, les différents règlements qui touchent la majorité, le quotidien. Oui, c'est ça. C'est ça. Et la meilleure façon de vous rejoindre, vous couvrez tout le Québec aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Mais la meilleure façon de rejoindre, c'est en allant sur notre site educalois.qc.ca. Vous allez trouver une section, comme dans la plupart des sites, Nous joindre. Comme je disais, on ne peut pas répondre aux questions des citoyens, on peut pas donc, mais ce qu'on peut faire, c'est parfois aussi sur notre site, on a une section des ressources externes, etc. Mais si des gens veulent communiquer parce qu'ils sont intéressés, par exemple, à recevoir des juristes bénévoles ou à mettre en place un projet pour une population spécifique, ou à vous avoir dans un congrès pour avoir un kiosque, des choses comme ça. Exactement. Ils peuvent passer par la section Nous joindre pour nous écrire un courriel. Donc, on rappelle l'adresse. Donc, c'est www.educalois, donc EDUCALOI. Oui, .qc.ca ou notre site pour les enseignants, éducationjuridique.ca. Tout ensemble. Tout ensemble. Éducation au singulier? Oui, éducationjuridique.ca. Un gros merci, Kim. Merci à vous, ça a été bien intéressant. Et je rappelle qu'on recevait aujourd'hui Kim Bélanger-Baillargeon qui travaille pour l'organisme Educalois. Merci. Merci, au revoir. Commentez, échangez avec nous via la page Facebook de l'heure juste. Je trouve que c'est des bons outils qu'on ne connaît pas assez, où on peut aller chercher vraiment de l'information en peu de temps, de façon intéressante et sans avoir recours à des avocats, nécessairement, des services juridiques, oui. Donc, merci Louise Bélanger de nous avoir fait ce petit topo-là. Puis elle va en faire plein d'autres sur plein d'autres services auxquels nos membres et les aînés en général ont le droit, nécessairement. Puis pour conclure l'émission, on voulait parler d'un sujet qui est un peu incontournable en ce moment. Il s'agit de la mort de Joyce Ekakan, qui a choqué vraiment tout le Québec. L'AREC a donné sa sympathie aux membres de la famille et aux proches de Joyce. On a décidé de partager ce qui a dernièrement a été mis sur pied, c'est-à-dire une pétition pour la mise en place de mesures visant à lutter contre le racisme et la discrimination dans les services de santé, notamment envers les Autochtones. Et dans la pétition, vous avez les raisons de la demande. Mais honnêtement, quand on voit le contexte dans lequel ça s'est passé, la lecture du rapport vient, je ne sais pas si tu as vu passer ça. Là, il y a tout le débat sur le concept de racisme systémique, là, qui est un débat sémantique. On n'entrera probablement pas là-dedans. Je n'ai pas personnellement la compétence pour qualifier ou non de racisme systémique. C'est sûr que moi, quand je vois dans le système de la santé, puis ensuite le système policier, et ensuite le système politique, qui ont démontré des failles apparentes qui ont mené vers cette mort horrible-là, j'ai de la misère à ne pas le qualifier de racisme systémique. Mais bon, ça appartient à tout le monde d'avoir son opinion à ce sujet-là. Par contre, dans la pétition, ce que ça demande finalement, c'est d'obliger tout le personnel du système de santé à suivre des formations en matière de lutte contre le racisme et d'aptitudes interculturelles et de droits de la personne d'ici 2023. Donc, c'est une forme de sensibilisation finalement sur le racisme, ce qui serait
pas si cher, hein, puis qui pourrait peut-être apporter quelque chose d'intéressant. Aussi, de veiller à la mise en place de telles formations auprès de tous les étudiants dans le domaine de la santé. Donc, travailler déjà en amont avec les prochaines cohortes, des gens qui vont travailler dans le réseau. Assurer un mécanisme de suivi indépendant et public de la mise en œuvre des appels à l'action de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, que ce soit instauré d'ici 2021. Aussi que les tables locales d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones soient établies dans toutes les régions. Et finalement, que les projets de sécurisation culturelle en développement ou en cours au Québec soient financés adéquatement et à long terme. Je pense que ça l'a éveillé beaucoup de gens, là, cette situation-là, puis qu'il va falloir finalement mettre des actions là, qui ont été un peu oubliées là, ou négligées par les autorités en place. Là. C'est une pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale. Hein? Qui est sur le site de l'Assemblée nationale, Ouais. qu'on peut retrouver aussi sur le site de l'AREC avec le lien qui mène directement vers la pétition. C'est un événement qui a ébranlé beaucoup les gens et à raison. J'ai vu que je crois que c'est dans la presse, il y avait 250 signataires d'un texte sur le racisme systémique qui a tué Joyce Echaquan. Et ce sont des gens qui travaillent dans le système de santé. Ils ont affirmé, exemple à l'appui, que ce qui est arrivé à Mme Echaquan, ce n'est pas un fait isolé. Et pointer du doigt et congédier une personne ne réglera rien là, de ce problème-là, même si les personnes demeurent imputables personnellement de leurs gestes, mais ce n'est pas ça qui va tout régler. Tu l'as parlé du rapport Vient, qui est en attente pour que les recommandations soient mises en œuvre. Le gouvernement aussi a ordonné une enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan. Ils ont changé de ministre. Alors, ça fait que beaucoup de choses bougent. J'espère que ça va donner des résultats encore ici, parce que c'est une chose qui ne peut pas exister. Non. On peut pas accepter. C'est On peut pas pas accepter acceptable. ça. Et puis, c'était très dramatique Oui. avec le fait qu'elle ait filmé, qu'elle ait mis ça sur les réseaux sociaux et tout ça. C'était vraiment troublant de voir une jeune maman, une jeune femme comme ça, mourir dans des conditions de manque de dignité totale. Exact. Là, tu sais, Alors, on vous invite à signer la pétition. Puis nous, on va se revoir dans 2 semaines pour une prochaine émission. Parfait. Alors, merci, puis bon 2 semaines. Parfait, Samuel, merci. Puis bravo pour la technique, c'était Merci. très bien été. Super, on espère que vous avez apprécié. Alors, bye-bye. Au revoir. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine. Conseil santé numéro 1. Accoucher à Matane, à Charleville ou à La Sarre, c'est pas une bonne idée. Et c'est pas